N'était pas avec nous aujourd'hui et on accueille à la place Valérie Coulombe, mais exactement comme tu l'as dit, Exactement, je suis désolée. Qui travaille avec Vincent Martel-Sauvageau. Bienvenue Valérie avec nous. Euh, Oups, je vais vérifier si je peux encore... Voilà, vous devriez avoir vu changer la DIA sur votre écran. On est tous rassemblés aujourd'hui ici pour parler des troubles de la parole et Parkinson. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le plan de notre présentation aujourd'hui, ça va être, on va revenir un petit peu sur qui on est, chacun de nous, Valérie, Vincent et moi. On va avoir une petite introduction sur ce que c'est les troubles de la parole, essayer d'un peu démystifier tout ça. Quelles sont les interventions possibles? On va parler spécifiquement des troubles prosodiques. Ça, c'est Valérie qui va nous en parler. Puis, on va faire un petit récapitulatif où on va revenir sur quelles sont vos possibilités ici au Québec pour travailler sur votre parole. Puis, on terminera avec une période de questions et on sera vraiment heureux d'échanger avec vous pendant ce moment-là. Alors, Annie, je vais dire mon nom. Je m'appelle Ingrid Verdocht et mon nom est flamand. Je suis belge d'origine. Je suis belge et suédoise. J'ai fait des études d'orthophonie en Suède. J'ai fait un doctorat en orthophonie psychologie, mais orientation orthophonie en Belgique. Et je suis professeure agrégée à l'Université de Montréal, à l'école d'orthophonie et d'audiologie. Alors ici au Québec, je ne suis pas membre de l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes. Je ne pratique pas en clinique. Ça veut dire que je ne vais pas voir des patients. Mais par contre, je fais de la recherche et j'enseigne aux futurs orthophonistes du Québec. Vincent, à toi la parole. Merci Ingrid. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Vincent Martel-Sauvageau. Ça me fait très plaisir d'être avec vous cet après-midi de Québec. Donc, je ne sais pas la température chez vous. Nous, on commence à avoir de la pluie verglaçante. Bon, c'est les joies du Québec. On avait une très belle température hier, puis aujourd'hui, c'est plus hivernal. Donc, quelques mots sur moi. Moi, je suis orthophoniste de formation. Donc, j'ai été formé en tant qu'orthophoniste clinicien. Et après ça, après ma formation d'orthophonie, j'ai fait un doctorat, j'ai fait un post-doctorat et je suis maintenant professeur depuis 2015. Maintenant professeur agrégé à l'Université Laval au programme d'orthophonie. Donc, un peu comme Ingrid, moi, je suis professeur, donc j'enseigne aux gens à devenir orthophonistes à Québec. Je fais de la recherche en orthophonie et je m'intéresse particulièrement aux gens qui ont la maladie de Parkinson. Donc, ça me faisait très, très plaisir de venir vous voir aujourd'hui. Puis je trouve ça extrêmement impressionnant de voir qu'on est actuellement 503 connectés à travers le Québec un vendredi après-midi pour parler un peu d'orthophonie en lien avec la maladie de Parkinson. Donc, ça m'impressionne de voir ce qu'on est capable de faire avec notre technologie actuellement, puis de voir l'intérêt que ça suscite chez vous. Donc, je passe la parole à Valérie Coulombe. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de me joindre à vous pour ce moment où on va pouvoir discuter d'orthophonie et Parkinson. Pour parler un petit peu de moi, je suis orthophoniste. Pour l'instant, je ne pratique pas en clinique parce que je suis étudiante en recherche. Donc, sous la supervision de Vincent Martel-Sauvageau et aussi Laura Moneta, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Dans le cadre de mes études en recherche, je m'intéresse aux troubles prosodiques. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et principalement aux troubles prosodiques dans le contexte de la maladie de Parkinson. Donc, voilà, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Puis, j'ai hâte de pouvoir échanger aussi avec vous après la présentation. Merci beaucoup Vincent, merci Valérie. Et puis voilà, 518 maintenant, et comme tu disais Vincent, à travers tout le Québec, mais si j'ai bien compris aussi, même d'Europe, peut-être encore d'autre part. Donc vraiment bienvenue à tout le monde. Et une dernière déclaration à faire avant de commencer la présentation, c'est que les 3 personnes qui sont présentes ici, on n'a aucun intérêt financier ou non financier qui sont en lien avec ce qu'on va décrire aujourd'hui comme type de produit ou de service. Et là, on commence.
Hop. Moi, je vais vous parler très petit peu de statistiques. Vous allez voir, ça va être une dia de statistiques. Puis, je vais vous parler de définition. Qu'est-ce que c'est? On va essayer de démystifier ce que c'est la parole, le langage, la voix, l'articulation et le fonctionnement de tout ça. Avant que Vincent ne reprenne la présentation pour parler de tout ce qui peut mal se passer. Moi, je vais vous parler de quand ça se passe bien pour commencer. Alors, ça, c'est ma statistique d'aujourd'hui. 90%. Alors, c'est quoi ces 90%? Mais c'est ce qui est rapporté dans la littérature. C'est le nombre de personnes qui ont la maladie de Parkinson qui vont développer un trouble de la parole. Okay? Donc, ça peut concerner une grande partie des personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, les troubles de parole peuvent se prononcer, peuvent se déclarer. Alors, c'est voilà, un trouble de la parole, mais la parole, c'est quoi? Et c'est ça que je voulais voir avec vous. On va commencer à se questionner là-dessus. Je voulais vous montrer la parole en image. Okay? On ne voit pas la parole, d'accord? On entend la parole, mais pourtant, on peut voir la parole. Alors, de quoi ça a l'air quand on regarde la parole? Je vous propose de faire ça avec Tylee Ross. C'est un chanteur. Il ne va pas vraiment parler. Il va faire un son de notre parole, il va faire le son OU et il va rendre transparente notre parole. Want to see that on an OO vowel? Ooh, OK? Donc, ce qu'on voit ici, c'est Tylee Ross qui fait un OU. C'est un procédé qui s'appelle la résonance magnétique. C'est une manière de pouvoir voir à l'intérieur de la personne et effectivement de rendre transparent le geste moteur qu'est la parole. Alors, je vais juste vous guider. On ne va pas faire un cours complet, je vous rassure tout de suite, mais quand même pour essayer de nous repérer un petit peu. Ici, on voit les lèvres de Tylee Ross. Ici, la bosse blanche qu'on voit là, c'est sa langue. Vous l'avez vu bouger pas mal beaucoup pendant qu'il faisait son son. Ce qui est noir, c'est l'espace. Okay? C'est là que passe l'air. Et alors, on voit bien que l'air descend derrière la langue et à peu près ici, on a quelque chose qui est plus ou moins visible, c'est le larynx. C'est une structure qu'on peut tous sentir au niveau de notre cou. D'ailleurs, on peut poser notre main, on peut la sentir. Et si on fait un son, on va sentir comme un petit chatouillement en dessous de nos doigts parce que c'est là que la vibration à l'origine de la voix se crée. Okay, on va le revoir un tout petit moment encore, ce monsieur. want to see that on an OO vowel? Ooh, Et pour les personnes qui ont été attentives, vous avez vu ici aussi, il y a une petite structure blanche qui bouge, qui monte et qui descend. C'est ce qu'on appelle le palais mou, c'est dans le fond de notre gorge. C'est ce qui permet à l'air de passer par le nez ou au contraire de ne pas passer par le nez et de repasser par les lèvres. On voit la langue qui se soulève ici. Et vous avez peut-être vu aussi que cette structure ici, le larynx, ça monte et ça descend. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que tout bouge, tout se met en mouvement. La parole, c'est un mouvement. Et c'est ça qu'on va continuer à voir ensemble. Alors, ici, j'ai repris une partie de M. Ross, mais il en manque un bout, donc je l'ai reconstruit. D'accord? On lui a mis la fin de son cerveau et de sa tête, important pour faire la parole, mais aussi quelque chose qu'on ne voit pas qui est tout aussi important, les poumons. Okay? L'air, il rentre quelque part, il ne s'arrête pas dans le fond de la gorge, il descend jusque dans nos poumons. Et puis après, c'est à partir des poumons qu'on va le faire ressortir pour créer la parole. Souvenez-vous de monsieur Ross, on va le retrouver un tout petit peu plus tard, mais pour le moment, on lui dit bye-bye. Et je vous propose de regarder des mots, des termes que peut-être vous allez reconnaître et auxquels on peut penser quand on pense à la parole. Alors, la parole, évidemment, on a le langage, on a la voix, on a l'articulation, la résonance, il y en a certainement d'autres auxquels vous pensez. Mais déjà, si on prend ceux-ci et on se dit, c'est quoi ce méli-mélo de termes et à quoi ça correspond? Alors, on pourrait les partager de cette manière-ci. On va les faire bouger, voilà, comme ça. Et
qu'est-ce qu'on fait ici? On rappelle Monsieur Ross pour qu'il soit avec nous pour la suite. Puis, je vous propose de regarder du côté gauche et de nous intéresser à ce qu'on appelle le langage. Alors, qu'est-ce que c'est le langage? Le langage, c'est ce qui se rapporte à nos idées. D'accord? Le langage, c'est ce qui nous permet de transmettre du sens, transmettre ce qu'on a dans notre tête, notre sémantique, notre monde d'idées. D'accord? Pour pouvoir transmettre une idée, on a besoin d'outils. Et le langage, c'est une grosse boîte à outils qui va nous permettre de transmettre nos idées. Et dans cette boîte à outils qu'est le langage, on a des mots, on a des sons qui constituent les mots, on a les phrases, donc on sait comment organiser les mots pour faire une phrase qui va vouloir dire quelque chose. On a aussi le discours, on va pouvoir prendre ces phrases et les organiser d'une certaine manière pour dire exactement ce qu'on pense. Ça, en tant qu'orthophoniste, quand on parle de langage, c'est ce qu'on entend par langage. Alors, le langage, il faut bien le faire sortir, d'accord? Parce que le langage, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. C'est une boîte à outils dans le cerveau. Mais après, il faut transmettre toutes ces choses-là. Et la parole, c'est justement un de nos outils qui va transformer le langage en signal sonore. Okay? Donc ici, ce qui est important sur la dia, c'est les petites ondes qui sortent de la bouche de la personne. C'est ça qu'est la parole. C'est un signal acoustique. C'est le langage transformé en signal acoustique, transformé par notre corps en signal acoustique. Pour le moment, je vous propose de mettre la voix de côté. Elle reste grisée et on va plutôt regarder la résonance. C'est quoi la résonance? Je vous ai mis une flèche qui va, on dirait, dans le nez de la personne. Si vous vous souvenez, on voyait plutôt la petite structure qui bougeait, qui montait, qui descendait. Je vous disais que c'était le palais mou. L'air, il peut passer par le nez ou il ne passe pas par le nez. Je peux changer ma résonance en vous parlant avec mon nez bouché, par exemple. J'ai levé mon palais mou. Maintenant, je peux aussi changer ma résonance en vous parlant comme ça. Ou je peux aussi changer ma résonance et vous parler avec une autre voix. C'est la résonance de la voix, c'est par rapport à comment on bouge ici les résonateurs au niveau de notre bouche. Mais aussi, on parle d'articulation. Alors, qu'est-ce que c'est l'articulation? C'est un peu mélangé à la résonance, mais c'est particulièrement ce qui va me donner la capacité d'articuler des sons précis. Pa, ba, ka, ta, sa. C'est la manière dont mes lèvres, ma langue vont bouger pour produire ces différents sons. Après, j'aime parler de vibration. Ça, c'est la partie qui m'intéresse peut-être le plus dans le domaine de la parole. Moi, je suis une passionnée de la vibration de la parole. Qu'est-ce que c'est? Je vous parlais du larynx. Je vous disais, si vous mettez vos doigts au niveau de votre cou, vous sentez un petit chatouillement quand vous faites un son. C'est quoi? C'est les plis vocaux qui sont à l'intérieur du larynx, qui rentrent en vibration et qui vont permettre à l'air qui est dans vos poumons, qui vont permettre à cet air de se transformer en signal acoustique, qui par l'articulation et la résonance va donner ce qu'on appelle la voix. D'accord? Si on enlève l'articulation et la résonance, on nous coupe la tête, on n'a plus que le larynx, ben, ça ne sonne pas vraiment comme une voix. Il nous faut notre tête, nos articulateurs, notre résonance pour avoir de la voix. Mais juste la voix, ça ne suffit pas non plus. Il faut que cette voix devienne le véhicule de la parole. Okay? Donc, la voix est le véhicule de notre parole. C'est elle qui va rendre notre parole audible. Alors, j'arrive au bout du premier morceau que je vous présente. Moi, ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est que la parole, c'est un geste. Et c'est un geste qui est programmé par notre cerveau, mais c'est aussi un geste qui est exécuté par un système anatomophysiologique complexe. OK. Ici, ce que vous voyez tout à droite, ce qui paraît un peu gluant et rose et vibrant, ce sont nos plis vocaux. Okay? C'est ça le petit moteur, le petit vibrateur derrière notre larynx. Vous voyez tout à gauche ici, vous voyez le diaphragme, c'est le gros muscle qui nous aide à prendre de l'air et à expirer notre air, qui va permettre après justement à l'air qui passe par le larynx de se faire articuler, résonner dans notre bouche pour produire
notre parole. Moi, ce que j'aime dire et la manière dont j'aime penser à la voix, c'est comme une danse sonore. C'est un geste extrêmement complexe, extrêmement coordonné, qui implique tout un tas de muscles, de cartilages qui vont bouger les uns par rapport à l'autre. C'est une danse, mais c'est une danse qu'on ne voit pas, c'est une danse qu'on entend. Alors, avec un geste aussi complexe qui nécessite une programmation très, très fine de la part du cerveau, eh bien, on peut imaginer qu'il y a plein de choses qui peuvent mal se passer. Vincent, je te donne la parole. Merci beaucoup, Ingrid, pour cette introduction au fonctionnement normal et quand tout va bien de notre voix et de notre parole. Puis, ces termes-là sont beaucoup utilisés dans la vie de tous les jours. On utilise souvent le terme « Ah, j'ai perdu la voix » ou « Ah, ma voix n'est pas bonne aujourd'hui ». Donc, c'est des termes qu'on utilise beaucoup. Puis parfois, c'est difficile de s'y retrouver un par rapport à l'autre. Comme tu l'as dit, Ingrid, en introduction, on a une bonne proportion de gens qui, avec la maladie de Parkinson, vont développer des difficultés au niveau de leur parole, de leur voix, donc de la capacité à faire sortir ce langage-là d'un point de vue moteur. Puis cette statistique-là de 90%, c'est élevé. Donc, évidemment, ce n'est pas tout le monde. Puis la manière dont ces difficultés-là vont se présenter vont être très différentes d'une personne à l'autre. Mais il y a des choses qu'on voit de manière un peu plus fréquente qui reviennent avec la maladie de Parkinson. C'est ce dont j'ai le goût de vous parler aujourd'hui. Puis également de comment on peut intervenir ou comment on peut améliorer certains aspects de cette production-là. Donc, je vais commencer en vous parlant de différents symptômes, puis je vais vous présenter aussi des symptômes que vous connaissez probablement que vous voyez plus fréquemment pour soit avoir la maladie de Parkinson ou côtoyer des gens qui l'ont. Ensuite, je vais vous parler de deux grandes approches qui visent à améliorer la manière dont on va pouvoir parler. Donc, en utilisant soit une parole forte ou par exemple, en utilisant une parole qui est plus claire. Donc, on va essayer de démystifier un peu ces différences-là. Donc, je vous fais un petit rappel pour commencer des symptômes qu'on connaît dans la maladie de Parkinson. Évidemment, vous le savez, c'est une maladie sournoise qui a plein de petites altérations qui sont parfois très visibles, puis parfois moins visibles dans la vie de tous les jours. Ce qu'on sait qui est un peu plus visible dans la maladie de Parkinson, on parle souvent de symptômes moteurs. On parle de rigidité. Donc, les membres sont plus raides. On parle souvent des bras ou des jambes, mais parfois, c'est d'autres structures, plus dans le milieu du corps. Parfois, c'est le cou, parfois, c'est la tête. On a aussi, pour certaines personnes, des tremblements. On parle souvent de tremblements un peu plus présents au repos. Quand les mains font rien, on a un peu de tremblement. Puis ce tremblement-là, on peut le retrouver un peu partout dans le corps. Typiquement, c'est au niveau des extrémités, mais on peut l'avoir aussi au niveau du visage, au niveau du larynx. Donc, Ingrid nous parlait tout à l'heure que notre larynx, c'est un peu notre petit moteur de la voix. On peut avoir ces atteintes-là aussi à ce niveau-là. Un autre symptôme fréquent dans la maladie de Parkinson, c'est tout ce qui est en lien avec l'équilibre. On parle souvent d'instabilité posturale. Donc, il est plus difficile parfois de garder son équilibre. Il peut y avoir un peu de difficulté au niveau de la marche, des choses comme ça. Puis, on voit aussi ce qu'on appelle de la bradykinésie, ce qui est un terme qui est utilisé par les médecins pour parler du fait qu'il y a moins de mouvement. Un peu moins d'amplitude de mouvement, où les mouvements sont un peu plus lents. Donc, il y a une réduction. Il y a d'autres symptômes dans la maladie de Parkinson. On parle de symptômes non moteurs également. Puis j'en ai mis 4 ici, mais il y en aurait bien d'autres. On voit des altérations au niveau du sommeil. On a des gens aussi qui, des fois, qui ont des cauchemars avec le sommeil. On a une fatigue. Je pense que ça, c'est un des éléments centraux dans la maladie de Parkinson, plus de fatigue. Des fois, l'attention et la concentration vont être un peu plus difficiles aussi. Donc, ces symptômes-là, moteurs puis non moteurs, peuvent engendrer des difficultés qui vont nous intéresser, nous, en orthophonie. Parce que l'orthophonie, oui, on s'intéresse au mouvement ou au geste vocal, comme le disait Ingrid, mais on s'intéresse à la communication sans plein d'aspects. Donc, on va s'intéresser
à la parole. On s'intéresse aussi aux aspects de langage, donc les idées, les phrases. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais on s'intéresse aussi à l'écriture, parce que l'écriture aussi, c'est un moyen de sortir son langage. Puis pour certaines personnes, cette écriture-là va devenir un peu plus difficile, donc on peut travailler ça aussi en orthophonie. Un dernier élément sur lequel je m'intéresse, moi, en tant que chercheur, c'est l'alimentation. Les gens souvent me disent, Vincent, tu es orthophoniste, pourquoi tu t'intéresses à l'alimentation? Qu'est-ce que tu connais à ça, toi? Puis je vous dirais, j'en connais une certaine partie. Ce qui m'intéresse, c'est les aspects moteurs de l'alimentation. Parce que quand on mange, il faut mastiquer, il faut bouger les aliments, puis il faut les avaler. Puis, comme c'est un geste, ça aussi, d'avaler, mais ça peut devenir plus difficile dans la maladie de Parkinson. Donc, les orthophonistes travaillent auprès des gens qui sont aux prises avec ces difficultés-là. On n'en parlera pas aujourd'hui de ces difficultés d'alimentation, mais si jamais les gens ont des questions à la fin, on pourra prendre quelques minutes si vous voulez. Donc, ces symptômes-là, moteurs et non moteurs, peuvent venir toucher nos différentes difficultés dans le contexte de l'orthophonie. Qu'est-ce qui cause ça? Hein? Grande question, si on est une. Premièrement, on ne comprend pas trop qu'est-ce qui déclenche la maladie de Parkinson, mais on sait un peu qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Puis vous le savez probablement, on parle d'un manque de dopamine. La dopamine, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un neurotransmetteur, donc un produit chimique qui est dans notre cerveau, qui est impliqué dans plein de choses, mais également dans l'idée de faire des actions. Puis comme on a moins de dopamine, le cerveau, les commandes qu'il envoie au reste du corps, ce qu'il dit au corps, c'est d'en faire moins. Puis cette idée-là d'en faire moins, c'est vraiment central à la compréhension d'un paquet de choses dans la maladie de Parkinson. Puis donc, le cerveau dit au corps de faire moins de plein de choses. Par exemple, des expressions faciales. Donc, souvent, on a un visage qui est avec un peu moins d'émotions, un visage un peu plus figé, où les émotions passent un petit peu moins bien. C'est le cerveau qui envoie ces commandes-là au corps. Il peut envoyer aussi des commandes de faire moins de mouvements pour écrire. On a des gens avec la maladie de Parkinson qui, quand ils écrivent, ça va, mais plus ils continuent, plus ça devient des petites pattes de mouche. On dirait que c'est un médecin qui écrit. Donc, ça devient très petit parce que le cerveau envoie la commande à la main de « Ah, tu n'as pas besoin d'écrire ben gros ». Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il dit d'en faire moins au niveau de la marche aussi. Ça peut nous arriver avec la maladie de Parkinson que les pas sont plus courts. Au lieu de faire des grandes enjambées, mais les pas sont un peu plus courts. On a aussi, en lien avec plutôt l'orthophonie, de faire moins au niveau des mouvements des lèvres, de la langue. Donc, on a un peu moins d'articulation, un peu ce dont parlait Ingrid. Moins d'intonation aussi dans la voix. On a souvent une voix, parce qu'on utilise beaucoup l'intonation quand on communique. On met de l'expression, on met des émotions. Valérie va vous en parler tout à l'heure, mais c'est diminué un peu dans la maladie de Parkinson. Puis, on a, dernière chose, de faire moins de force dans la voix. Donc, de projeter notre voix, mais le cerveau, il envoie au corps l'information de « Non, tu n'as pas besoin de parler aussi fort qu'avant, donc ça diminue. » Puis, cette idée-là d'en faire moins, c'est sournois parce que le cerveau le fait de manière automatique. C'est pas de la faute des gens qui ont la maladie de Parkinson, c'est le cerveau qui est mélangé à cause de ça. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, ce n'est pas les muscles qui sont atteints. Donc, je vous donne un exemple. Au niveau de la marche, souvent, comme je le disais, les pas sont un petit peu plus courts. On fait des plus petits pas. Mais si on s'oblige à faire des grands pas, on y arrive fréquemment. On fait des plus grandes enjambées et on y arrive. Donc, si on est capable d'y arriver, c'est que les muscles fonctionnent encore. C'est vraiment l'envoi des instructions par le cerveau qui est différent. Donc, l'idée, c'est que le corps, parfois, pourrait faire des activités, mais il ne le fait pas. Donc, c'est sournois à ce point-là. Ce que ça veut dire aussi, c'est que ça vient jouer sur la
perception que les gens ont de leurs propres paroles. Ça, j'ai des exemples très, très précis que j'ai vus de gens en clinique. Combien de fois des gens m'ont dit « Ah, moi, Vincent, ma voix est comme avant, c'est mon conjoint qui est sourd à cette heure. C'est lui qui m'entend plus, c'est pas ma voix qui est changée. » Je suis certain qu'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans, mais on le voit souvent parce que la perception que les gens ont de leur propre voix, bien, elle est changée. Donc, normalement, dans une personne qui a pas de maladie, ben, l'intensité de notre voix, on peut la faire varier. On peut avoir une intensité normale quand on parle, on peut avoir une voix un petit peu plus forte, comme quand on donne une conférence. On peut avoir une voix beaucoup plus forte si on crie, puis on peut avoir une voix plus faible, puis on peut avoir une voix très, très faible. Donc, on peut jouer avec cette intensité-là. Dans la maladie de Parkinson, ce qui se passe, c'est que la perception que les gens ont de leur voix, elle est altérée. Donc, au lieu d'avoir l'impression, on peut peut-être cliquer Ingrid, donc l'intensité qui est perçue, elle est plus basse. Donc, les gens ont l'impression qu'ils parlent à la même force que d'habitude, alors que c'est diminué. Puis, c'est très embêtant parce que c'est très sournois comme altération. Une autre façon de l'imaginer, j'aime beaucoup donner l'exemple d'un four. Tu sais, quand vous mettez la température sur votre four, vous mettez 350, start, ben, vous vous attendez à ce que quand vous mettez, que le four va devenir à 350. Dans la maladie de Parkinson, c'est comme si ces échelles-là étaient changées. Donc, si je fais 350, le four, il va aller à 200, 220. Donc, il va aller plus bas, alors qu'on a l'impression qu'il devrait être à 350. Donc, c'est comme si mon four était décalibré. Puis de jouer là-dessus, ben, on peut travailler là-dessus en orthophonie pour modifier un peu ces échelles-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça engendre comme difficulté, cette diminution en général dans la maladie de Parkinson? Ben, on le disait, on parle de diminution de la force de la voix. On parle de la qualité de la voix aussi. On a des gens qui vont avoir une voix qui est un peu plus rauque, un peu plus serrée, une voix qui est plus soufflée, donc plus d'air qui sort, donc des altérations vraiment au niveau des cordes vocales. Ce qu'on voit aussi par moment, c'est une articulation qui est diminuée. Donc, au lieu de faire des mouvements précis quand vient le temps de faire les sons, comme I, A, O, P, T, K, ces sons qui sont très précis, ben, c'est comme si ça va être un peu plus flou parce qu'il y a moins de mouvement au niveau de la bouche. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que quand vient le temps de contrôler le débit ou la vitesse à laquelle on parle, parfois ça peut devenir plus difficile. Parfois, on a l'impression qu'on ne contrôle plus la voix. C'est comme si ça déboule puis que c'est très difficile de se ralentir. Donc, on peut voir ça aussi là, avec la Parkinson. On peut voir aussi des répétitions incontrôlées. Puis c'est important de comprendre que ce n'est pas du bégaiement. Parfois, on peut entendre ça. Ah, avec mon Parkinson, il me semble que j'ai commencé à bégayer. Ce n'est pas exactement du bégaiement, c'est vraiment une difficulté plutôt à contrôler la vitesse à laquelle on parle. Puis dernièrement aussi, bien, on peut avoir moins, comme je le disais, moins d'expression. Donc, au lieu d'avoir beaucoup d'émotions, la parole va devenir plus monotone, plus neutre. Comprenez un peu cette distinction-là d'expressivité dans la voix qui va diminuer. Donc, on peut diviser ça entre les altérations sur la voix, sur l'articulation, puis plutôt sur mon intonation. Qu'est-ce qu'on fait en orthophonie avec ces difficultés-là? Je vous dirais, en général, l'orthophonie, les gens ne savent même pas ce que c'est pas beaucoup connu. Quand on pense aux orthophonistes, on pense souvent aux gens qui travaillent avec les enfants. Hein? Donc, mais l'orthophonie, c'est beaucoup plus large que ça parce qu'on s'intéresse aux gens qui ont des difficultés à communiquer. Puis communiquer, on le fait jusqu'à la fin de nos jours. Donc, on est appelé à travailler avec des gens de tous les âges. Puis en orthophonie, on peut travailler soit à réadapter. Donc, on vise à restaurer une fonction. Donc, telle chose est plus difficile, bien, on va le travailler pour essayer de le restaurer
un peu comme de l'entraînement physique. On va essayer d'augmenter la force, on va essayer d'augmenter l'endurance. Donc, on veut aller vers cette approche-là. Mais on peut avoir aussi une approche de plutôt adapter les déficits. Donc, si il y a telle difficulté, bien, on peut donner des trucs, on peut donner des stratégies pour essayer d'arriver à bien se faire comprendre malgré les difficultés. Donc, c'est un peu l'idée de est-ce qu'on travaille vraiment sur les déficits ou on travaille plutôt sur des stratégies et des trucs. Puis je vais être bien honnête, en orthophonie, on fait les deux d'habitude. On fait les deux en même temps parce qu'on veut que les gens soient le plus fonctionnels puis qu'ils soient capables de rester dans leurs activités de la vie quotidienne puis qu'ils gardent leurs interactions sociales, qu'ils continuent de rencontrer les gens, de parler avec les autres puis de faire leurs activités. Donc, quels sont les genres d'approches qu'on peut avoir en orthophonie? Il y en aurait plein, puis on aurait pu faire un 45 heures là-dessus. C'est ce qu'on fait avec nos étudiants, là. Mais je vous donne deux approches principales. On a une approche qu'on appelle la parole forte. Il y a peut-être des gens qui en ont déjà entendu parler, là. On pourra prendre des questions après la présentation, mais on parle souvent de la parole forte, qu'on appelle aussi le traitement LSVP. C'est un traitement qui a été développé aux États-Unis. Puis, c'est un traitement en orthophonie. Puis, qu'est-ce qui est visé avec ce traitement-là? Bien, ça a l'air simple. C'est même très unique comme intervention. Le but, c'est d'amener les gens à simplement parler plus fort. Donc, d'amener un peu une augmentation de l'intensité. Puis, l'idée derrière, c'est un peu de changer la manière dont les gens s'entendent parler. Tu sais, je vous ai dit tout à l'heure que mon four qui est comme pas au bon degré puis qui est moins chaud que ce que je voudrais, bien, l'idée avec ce traitement-là, c'est de régler mon four pour que quand je mets 350, c'est bel et bien 350. Donc, quand je parle fort, c'est fort. Quand je parle moins fort, c'est moins fort. Donc, c'est avec beaucoup d'exercices. Puis, je vais être honnête, pour avoir donné ce traitement-là, les premières rencontres, les gens me disent « Vincent, je suis tout le temps en train de crier. Je suis tout le temps en train de crier. Je ne peux pas parler comme ça tout le temps. » Puis moi, souvent, j'ai un enregistreur, puis je pars mon enregistreur, puis je ne le dis pas. Puis après ça, on écoute ensemble. Puis les gens se rendent compte « Hey, ben, je ne suis pas en train de crier. Ma voix est d'une bonne force. C'est correct. » Donc, on voit vraiment la distinction entre ce que les gens perçoivent de leur propre voix puis ce qu'ils font en vrai. L'idée, c'est au fil du traitement, c'est qu'à la fin du traitement, les gens n'ont plus l'impression qu'ils sont en train de crier, qu'ils ont une bonne voix, qu'ils sont capables d'avoir une voix forte puis qu'ils sont confortables avec ça. C'est un traitement qui a été démontré efficace, mais c'est un traitement intensif. On parle d'un traitement typiquement de 4 fois par semaine pendant 4 semaines. Puis en plus, nous, on est des méchants thérapeutes, on donne des devoirs. Donc, on a des devoirs à faire tous les jours. C'est une approche intéressante, même si, bon, c'est très intense, puis ça demande beaucoup d'investissement en temps et en énergie, mais c'est une approche qui est payante parce qu'il y a eu des études sur cette approche-là puis qui montrent que ça a plusieurs avantages. Ça permet d'avoir une voix plus forte, c'est certain. Ça permet aussi d'avoir plus de mouvement au niveau de la langue, des lèvres. Il y a certaines études qui semblent dire que ça améliore aussi la posture. Parce que s'il faut que je parle plus fort, ben, je vais mieux m'asseoir dans ma chaise, je vais me mettre un peu plus droit, puis je vais prendre mieux mon air quand on va venir le temps de parler. Ça améliorerait aussi un peu l'intonation, donc un peu plus d'intonation puis d'émotion dans la voix. Il y a même certaines études, c'est moins bien démontré, mais qui disent que ça pourrait améliorer un peu les expressions faciales, puis ça pourrait même améliorer la capacité à bien avaler de manière sécuritaire. Ça, évidemment, c'est un peu moins bien démontré. Donc, c'est l'idée d'avoir une approche qui est plus payante, en fait. Je vais passer très rapidement, mais c'est pour vous dire qu'on avait fait, nous, des études dans le cadre des projets de recherche avec des participants au Québec. Il y a peut-être des gens qui ont fait partie de ce projet-là parmi nos 550 participants, mais c'était pour vous dire qu'on avait obtenu bel et bien une amélioration de la force de la voix chez nos participants. Puis pas juste dans un contexte d'orthophonie. Quand on vérifiait la force de la voix
juste en discutant comme ça, ben, la voix était meilleure aussi. Donc, on était bien content d'avoir obtenu ça. Une autre approche, je passe rapidement là-dessus parce que c'est pas une approche, c'est malheureusement pas une approche disponible au Québec, mais c'est à l'étude aux États-Unis, ce qu'on appelle le speech vive. Ça ressemble, vous avez une petite image ici, ça ressemble à un appareil auditif, hein? Mais ce n'est pas un appareil auditif, c'est un appareil qui, au lieu d'amplifier, c'est un appareil qui fait du bruit. C'est un peu étrange, hein, mais c'est un appareil qui est porté dans une oreille. Puis ce que ça fait, c'est que quand la personne parle, ça fait du bruit dans son oreille. Donc, ça donne l'impression qu'il y a plein de gens qui parlent. Blablabla, bla, 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 il y a plein de gens. Puis l'idée derrière ça, c'est que notre corps est bien fait parce que quand on est dans un environnement bruyant, pensez, par exemple, vous êtes au restaurant. Vous êtes au restaurant, ben là, c'est la COVID, fait qu'on ne va pas au restaurant, mais quand ça sera fini, repensez au moment où vous allez au restaurant. Quand il y a bien du bruit, qu'est-ce qu'on fait normalement sans même y penser? Ben, on parle plus fort parce qu'on veut enterrer le bruit, tout ça. Même chose, quand vous êtes dans une voiture, avec le bruit de la voiture, souvent on parle un peu plus fort. L'appareil SpeechVive, son but, c'est de, quand la personne parle, ça fait du bruit dans l'oreille. Donc, automatiquement, ça force la personne à parler un peu plus fort. C'est un peu l'idée. Est-ce que ça fonctionne? Ben oui, ça fonctionne. Les gens parlent bel et bien plus fort avec le SpeechVive, mais on n'a pas beaucoup d'informations à savoir, ben, c'est plus facile de me faire comprendre quand j'ai cet appareil-là ou pas. Donc, c'est encore à l'étude. Mais sachez que ça existe et qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus. Je termine, je vois mon temps qui avance, là, je termine en vous parlant de la parole claire. C'est une autre approche. Ce n'est pas vraiment un traitement. Donc, ce n'est pas un traitement où on voit les gens tant de fois par semaine, on fait tel type d'exercice. Donc, on n'est pas dans un traitement comme ça, on est plus dans une approche. Donc, ce qu'on fait avec la parole claire, ça a été beaucoup étudié depuis une dizaine d'années, c'est de demander à la personne ou de dire à la personne, ben, quand vous parlez, essayez de vous imaginer que la personne à qui vous parlez, elle a de la difficulté à vous comprendre. Donc, l'exemple que je donne, c'est quand vous parlez, essayez de vous dire que la personne devant vous est malentendante, puis elle n'entend pas bien. Donc, si on se dit ça dans notre tête, ben, automatiquement, vous l'essayerez. Automatiquement, ben, on parle un peu plus fort, puis on articule plus, on amplifie les mouvements. Donc, juste de se dire ça dans notre tête, ben, ça améliore certains éléments au niveau de notre production de la parole. On a des effets sur la force de la voix, les gens parlent un petit peu plus lentement aussi, puis on articule un peu mieux. Donc, il va y avoir encore des études là-dessus dans les prochaines années, c'est certain, pour savoir mais, comment je peux entraîner ça, moi, en tant qu'orthophoniste, mais c'est quelque chose qui est prometteur, la parole claire. Je cède ma parole à Valérie. Oui, merci Vincent. Donc, de mon côté, je vais vous parler des troubles prosodiques. Les troubles prosodiques, en fait, on peut résumer ça comme des difficultés dans la mélodie de la parole. Donc, dans l'intonation de la parole, on pourrait même dire dans l'émotion qui est contenue dans la parole. Comme la prosodie joue un rôle d'une extrême importance dans la communication des émotions, bien, je vais vous parler de la communication émotionnelle au sens un peu plus large. Donc, qu'est-ce que c'est la communication émotionnelle? Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, pour pouvoir communiquer nos émotions, on utilise toutes sortes d'indices. Les principaux, c'est la parole, autant la manière dont on dit les choses que ce qu'on dit, les mots qu'on utilise. Puis, il y a aussi les expressions faciales qui sont utilisées pour exprimer les émotions. Donc, quand on parle, on n'a pas la même intonation, on n'utilise pas les mêmes composantes de la parole de la même manière pour pouvoir exprimer nos émotions. Si je suis joyeuse, bien, je vais plutôt utiliser une parole qui est mélodieuse, qui est plus rapide, qui est une parole qui est plus forte, alors que si je suis triste, ma voix va être beaucoup moins dynamique. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle la prosodie. Donc, excuse-moi Ingrid, je vais continuer juste décortiquer les trois avant. Parfait.
Et donc, pour la prosodie, ça fait partie du non-verbal. Ça implique différentes composantes de la parole, mais les plus importantes, c'est l'intonation, donc les variations aiguës graves. C'est ce qui va donner la mélodie à la parole ou son caractère plus monotone. Il y a aussi le volume, on peut parler fort, on peut parler plus faible, le débit, donc je peux parler rapidement, par exemple si je suis excitée, ou je peux parler plus lentement si je suis calme ou si je suis fatiguée. Les expressions faciales, puis il y a aussi les mots et les phrases qui font partie de l'aspect verbal de la communication. Donc, on utilise les mots pour exprimer directement une émotion. Je peux mentionner « je suis heureuse », mais des fois, les émotions sont plutôt sous-entendues dans le non-verbal. Donc, dans la maladie de Parkinson, il y a des difficultés à comprendre et à exprimer les émotions qui peuvent survenir. Le plus souvent, c'est au niveau non-verbal que ça va se manifester. Mais ce n'est pas tout le monde qui va rencontrer des difficultés, puis les difficultés sont variables d'une personne à l'autre, autant pour le type de difficulté que pour la sévérité et leur évolution aussi. Donc, quand on parle de troubles prosodiques, on fait référence à l'expression de la prosodie qui ne permet plus de transmettre les émotions aussi aisément qu'auparavant. Donc, ça peut être mal interprété par les autres personnes autour de nous comme étant des changements au niveau de l'humeur, mais en fait, c'est vraiment des difficultés à s'exprimer. Étant donné que les difficultés de parole sont généralement caractérisées par une diminution de l'intonation, ce qui donne un caractère monotone, un volume plus faible, comme Vincent le mentionnait tantôt, bien, ça peut donner l'impression que la personne est triste ou qu'elle est désintéressée. Il y a aussi l'expression du visage qui est diminuée, une expression plus figée, donc ça rend encore plus difficile l'expression des émotions. Puis ça peut aussi avoir la maladie de Parkinson peut aussi avoir des répercussions négatives sur la capacité à comprendre les émotions des autres, surtout lorsqu'elles sont exprimées par la prosodie. Donc, si on ne tient pas compte des indices non-verbaux, c'est risqué que le message soit mal interprété parce qu'il va être pris au pied de la lettre, puis on va passer à côté de ce qui était sous-entendu par les indices non-verbaux. Mais pourquoi est-ce que les difficultés de communication émotionnelle sont observées dans la maladie de Parkinson? Bien, premièrement, ça peut être le résultat de l'impact des symptômes moteurs qui vont affecter l'expression de la prosodie et de l'expression faciale. Mais ça peut aussi être en raison de difficultés au niveau de la perception, soit pour décoder les émotions des autres ou pour bien percevoir notre propre parole, comme Vincent le mentionnait tantôt au niveau du volume. Ça peut aussi être plutôt au niveau du langage où il y a des difficultés, donc dans l'interprétation des émotions ou dans l'intégration des indices verbaux aux indices non-verbaux. Donc, les sous-entendus, comme j'ai mentionné tantôt, peuvent être mal compris ou ils peuvent être exprimés de manière plus maladroite. Les symptômes non moteurs peuvent aussi influencer la communication émotionnelle, notamment le niveau d'attention, les changements d'humeur, le manque d'énergie, l'apathie et la fatigue. Vous en êtes peut-être rendu compte, mais de déterminer l'origine des difficultés, c'est un peu un casse-tête parce que c'est variable d'une personne à l'autre, puis il semble y avoir plusieurs possibilités. Mais en fait, on ne comprend pas encore très bien la dynamique entre les troubles prosodiques et les origines possibles, mais sachez qu'il y a des équipes de chercheurs qui se penchent sur la question actuellement. Donc, dans le cadre de mon projet de recherche, en fait, ce que je vais faire, c'est mieux comprendre l'origine des troubles prosodiques pour qu'ensuite, on puisse mieux comprendre comment on peut travailler de manière efficace et personnalisée en orthophonie. Pour ce qui est des traitements en orthophonie qui permettent d'améliorer les habiletés de communication émotionnelle, la parole forte, LSVT, ça a montré des effets positifs. Donc, le fait d'augmenter l'intensité de la voix, de modifier la calibration interne avec beaucoup de pratique,
Ça a permis d'améliorer l'intonation, la prosodie et l'expression faciale. Un autre type d'intervention pour faciliter la communication émotionnelle, c'est le fait de pratiquer ces habiletés dans des vrais contextes de communication. Ça peut être au sein d'un groupe de soutien, ça peut être aussi dans le cadre d'activités sociales comme suivre un cours, faire des activités physiques en groupe ou se joindre à une chorale. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'études sur les interventions qui ciblent spécifiquement la communication émotionnelle, mais étant donné qu'il y a de la recherche qui se fait sur l'origine des difficultés, j'ai bon espoir que ça va se développer dans un futur rapproché. Pour terminer, je vous parle de 2 stratégies qui peuvent être utilisées pour améliorer la communication émotionnelle. Premièrement, choisir le bon environnement pour pouvoir profiter d'un maximum d'indices pour transmettre et décoder les émotions. Être face à son interlocuteur, discuter dans un endroit calme et silencieux quand c'est possible. Donc, pour avoir une conversation, peut-être que vous envisagez qui risque d'être forte en émotion. Vous pouvez aussi déterminer un moment de la journée pour choisir le moment qui vous convient le mieux selon comment vous vous sentez. Des fois, il y a des moments où on est moins fatigué, où on est plus attentif. Donc, ça peut être un bon moment pour avoir ce genre de conversation. C'est aussi important de nommer les émotions et les impressions que vous avez. Il faut les nommer de manière explicite et ça peut éviter de nombreux malentendus. Puis finalement, ne sous-estimez pas l'importance de parler des difficultés de communication, d'en être conscient, de savoir quelles sont les difficultés possibles, parce que en fait, c'est ce qui va permettre de trouver des solutions et de mettre en place des interventions et des stratégies qui vont favoriser le bien-être. Merci beaucoup Valérie, merci Vincent. On s'approche de la fin. On voulait vous faire un petit récapitulatif sur quelles alternatives sont possibles aujourd'hui au Québec. Comment s'y retrouver? Maintenant, qu'est-ce que je fais moi, de mon côté? Alors, si vous ressentez que vous avez besoin d'améliorer votre communication rapidement, vous trouvez que ça ne se passe pas bien pour le moment, vous vivez avec des troubles de la parole, vous voulez avoir une solution rapide, eh bien, dans ce cas-là, ce qu'on peut vous conseiller, c'est vraiment d'aller vers un traitement orthophonique. En faisant ça, vous allez avoir une intervention ciblée, individualisée. Valérie, Vincent l'ont nommé, les symptômes, ils s'expriment de manière différente chez chaque personne, même s'il y a des choses en commun, mais il y a des choses qui vont être très spécifiques à vous-même. Et donc, un orthophoniste ou une orthophoniste vont pouvoir adapter le traitement à vos besoins spécifiques à vous et à vos capacités à vous. Souvent, le traitement il va se faire sur une période limitée qui va être plus ou moins intensive en fonction de vos capacités et de vos besoins, justement. Alors, ça paraît simple comme ça, on fait un traitement orthophonique, mais où est-ce qu'on trouve les orthophonistes? La meilleure manière de le faire, c'est possiblement de contacter l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. On peut les trouver sur Internet, sur leur site. Vous aurez les informations dans la présentation. Et eux vont pouvoir vous référer à des orthophonistes dans votre région et aussi vont pouvoir vous aider à identifier des hôpitaux, des CLSC où il peut y avoir des orthophonistes qui offrent ce type de service. Donc, c'est un premier pas si vous voulez trouver un professionnel qui peut vous aider. Ingrid, est-ce que tu me permets de faire un mini commentaire? Bien pour sûr, notre auditoire? Je vous suggère aussi, si vous ne savez pas à quelle porte cogner, vous ne savez pas, je vous invite à en parler avec votre médecin aussi. Absolument. Avec votre neurologue qui vous suit. Juste leur dire, hey, c'est difficile pour moi de parler, j'ai de la difficulté à me faire comprendre, est-ce qu'il y a quelque chose? Puis, de plus en plus, je vous dirais, les neurologues commencent à connaître ce qu'on fait, nous, en orthophonie, puis peuvent référer ou vous dire à quelle porte cogner. Donc, ça peut être aussi une porte d'entrée, votre médecin. Oui, le médecin, le neurologue, et pas se décourager si votre neurologue ne vous comprend pas ou ne vous entend pas la première fois, parce que malgré tout, Vincent, c'est aussi pour ça, je pense que
toi, moi, Valérie, on travaille, c'est mieux faire connaître ce type de difficultés parce qu'effectivement, c'est pas tous les neurologues, c'est pas tous les médecins qui vont y être sensibilisés. Absolument. Donc, vous allez peut-être être la première personne qui sensibilise votre neurologue sur le fait que, hey, mais je sais qu'un orthophoniste, une orthophoniste pourrait m'aider. Donc, voilà. Mais effectivement, en parler au corps médical, absolument. Peut-être que vous avez envie de travailler tout en socialisant une fois par semaine ou à une fréquence moins intense que vous ne le feriez avec une thérapie en tant que telle. C'est possible aussi et ce sera plutôt vous tourner vers un service communautaire comme par exemple Pratique ta voix, qui est un service qui est offert par Parkinson Montréal-Laval et ça, c'est un service qui a été initié par une personne qui est membre de Parkinson Montréal-Laval, qui est Madame Carmen Fortin, qui m'a permis de la présenter aujourd'hui et de présenter son activité et je pense que ça peut être vraiment une source d'inspiration. Vous pouvez créer des groupes où ensemble, vous décidez de travailler, de discuter, de partager les difficultés que vous vivez, mais aussi de faire ensemble des exercices de voix. Comme Vincent le nommait, il n'y a rien de très sorcier ou magique aux exercices qu'on propose. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez aussi décider de faire ensemble. Le groupe Pratique ta voix, en particulier, il y a un soutien d'animation par des étudiantes en orthophonie. Ce sont de mes étudiantes qui travaillent avec le groupe de personnes qui se rencontrent et qui les aident à choisir des jeux vocaux, des exercices qui vont être adaptés à leur envie et leurs besoins. Donc, on fait quoi pendant ces séances? Des exercices, des jeux vocaux, mais on parle aussi, on discute. C'est un plus petit groupe de 5 à 7 personnes qui se rencontrent une fois par semaine pour environ 1 heure. Et si vous êtes intéressé par ça, mais vous pouvez contacter Parkinson Montréal-Laval. Pour le moment, ça se fait par Zoom, puis on espère que ça va reprendre en présentiel une fois la pandémie passée. Ou si vous vous sentez l'âme de quelqu'un qui est rassembleur, vous pouvez peut-être proposer ça avec votre organisation locale aussi. Alors, si vous avez envie de travailler un petit peu tous les jours de chez vous, c'est possible aussi. On a une activité qui s'appelle Musculation de la voix, qui est offerte en grand groupe en virtuel. Pour le moment, on a à peu près 50 personnes par soir, du lundi au vendredi. C'est une activité qui est animée par des étudiantes en orthophonie et en neurosciences. C'est une équipe d'étudiants qui est co-supervisée par moi et par une orthophoniste qui s'appelle Line Defoy. On propose des exercices et des jeux vocaux 5 fois par semaine pendant 30 minutes. Moi, j'appelle ça la promenade vocale quotidienne. Ce n'est pas une thérapie, c'est une manière de se dire au moins une fois par jour, je vais parler, je vais exercer ce fameux système moteur qui m'aide à produire la voix. Parce que c'est vrai, ce n'est pas juste les muscles, c'est la coordination. Mais si on arrête de parler, on parle moins, on bouge moins avec sa voix, ben ces muscles-là, ils vont aussi moins bien réagir. Donc, l'idée ici, c'est d'entretenir, de maintenir une santé vocale adéquate. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez contacter Parkinson Québec et c'est aussi affiché sur leur site. Maintenant, peut-être que vous avez envie de vous engager dans les solutions du futur. Et ça aussi, c'est tout à fait possible. On peut participer à des projets de recherche. Donc, il y a des recherches qui sont en cours dans les universités québécoises. Aujourd'hui, vous avez rencontré Vincent et Valérie qui sont de l'Université Laval. Vous m'avez rencontré moi de l'Université de Montréal. Chez nous, on travaille surtout à essayer de développer des services communautaires pour essayer de toucher un maximum de personnes, en fait, et transférer les connaissances en orthophonie. Mais il y a aussi des équipes à l'Université McGill avec Noémie qui ne savait pas être avec nous aujourd'hui. Donc, en fait, il y a vraiment une communauté de chercheurs en orthophonie au Québec qui réfléchissent sur comment au mieux trouver des solutions pour les personnes qui ont la maladie de Parkinson et qui vivent des troubles de la voix. On veut mieux comprendre les processus et les déficits sous-jacents. On veut développer des solutions technologiques et communautaires et thérapeutiques. Alors, où est-ce qu'on trouve cette information-là? Dans les grands centres hospitaliers, dans les centres communautaires, dans les associations, directement via les universités, directement en contactant les conférenciers d'aujourd'hui, si ça vous tente. Voilà, c'est un petit travail de recherche en soi, de vouloir participer à la recherche, mais on vous y invite cordialement.
on est encore là. Si vous avez des questions, prêts à échanger avec vous, ça va nous faire plaisir. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Ingrid, Vincent et Valérie. C'était très intéressant. On a plusieurs questions. Les gens sont invités à continuer à écrire leurs questions dans le chat. On a répertorié, Cynthia et moi, quelques questions. On a beaucoup parlé des stratégies. Est-ce qu'on peut prévenir les troubles de la parole? Ça va être intéressant de nous entendre tous les trois là-dessus. Oui. Hein. On ne peut pas moi, je vais te donner mon avis, on ne peut pas les prévenir. Pour le moment, on n'a pas quelque chose qui les arrête ou qui les empêche d'arriver. On peut éviter que l'impact ne soit trop fort. Je pense que c'est là qu'on en est. Vincent? Oui, je suis d'accord avec toi, Ingrid. Tout comme on ne peut pas empêcher la maladie de Parkinson de progresser, hein, c'est le même principe, mais tout le monde, en tout cas, pas tout le monde a un traitement pharmacologique, tout le monde a des médicaments, son cinémètre, puis le fait de le prendre, ben, ça diminue beaucoup les symptômes, ça rend les gens plus fonctionnels, puis on a même des indications que ça peut ralentir un petit peu la progression de la maladie. En lien avec l'orthophonie, on n'a pas des données aussi claires que ça. Par contre, ce qu'on recommande, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir d'énormes difficultés pour intervenir. On peut y aller en prévention. Puis pensez à l'entraînement physique. Je suis certain que vos neurologues vous ont tous dit « Faites plus de sport, bougez plus, faites du tai chi, faites de la boxe. » Je suis certain qu'ils vous ont dit ça. Puis l'idée derrière, c'est de renforcer le système moteur puis d'être actif. Ça peut ralentir un petit peu l'apparition de certains symptômes. Donc, j'aurais le goût de vous dire la même chose pour votre voix. Ça vaut la peine de la pratiquer, de la garder en santé pour qu'elle soit le plus efficace le plus longtemps possible. Ça serait ma recommandation. Merci. Est-ce que Valérie, tu voulais ajouter quelque chose ou Ingrid? Valérie, après, je veux juste rajouter une petite parenthèse. Parfait. Ben, en fait, moi aussi, c'est un petit détail que je pensais ajouter, mais même pour les stratégies, plus les stratégies sont mises en place tôt, plus les effets devraient être bénéfiques là, à plus long terme. Ce que je voulais aussi nommer qui est important, c'est que la maladie de Parkinson ne fait pas non plus qu'on est immunisé d'autres types de problèmes ou de troubles qui peuvent toucher la parole aussi. Et le vieillissement, même sans la maladie de Parkinson, amène une détérioration de la voix de manière tout à fait naturelle. Donc, même une personne âgée qui n'a pas la maladie de Parkinson va devoir travailler plus pour maintenir sa voix en forme et intelligible. Et puis, je voulais vous dire aussi, si vous remarquez que vous avez une modification dans votre voix et votre parole, il faut consulter. Vous ne pouvez pas juste vous dire « Ah, mais ça, c'est normal, c'est parce que j'ai la maladie de Parkinson. » Non, il y a toute une ribambelle d'autres choses qui peuvent se passer avec la voix. Donc, quand vous notez que votre voix change, que votre parole change, il faut aller consulter votre médecin. Il va probablement vous référer vers un médecin ORL, otorhinolaryngologue. Donc, soyez attentifs à votre voix, prenez-en soin, soyez précautionneux. Est-ce qu'on sait à quel moment le trouble de la parole arrive au niveau de l'évolution de la maladie de Parkinson? Je peux prendre la balle au bon. C'est une question qui chicote beaucoup les chercheurs et ça m'inclut parce que c'est très, très variable. Moi, j'ai eu des patients qui, la première fois qu'ils ont été consultés à un médecin, en se disant qu'il y avait quelque chose de différent chez eux, c'est parce qu'il y avait un changement dans leur voix. Avant même d'avoir du tremblement ou de la rigidité ou que la marche soit changée. J'ai d'autres personnes aussi que ça faisait très, très, très longtemps qu'ils avaient la maladie de Parkinson et même si j'ai l'oreille très, très aiguisée, là, je les détecte bien, moi, quand il y a des difficultés, tout allait bien.
Donc, c'est très embêtant parce que ça dépend vraiment des gens et on ne comprend pas beaucoup pourquoi. C'est tellement variable à ce point-là. Donc, je ne répondrai pas mieux que ça en disant que c'est très variable, mais comme le dit Ingrid, faut être sensible à ça. Faut bien s'écouter, puis faut pas hésiter à aller questionner là-dessus, puis à aller chercher de l'aide si on a besoin. Merci. Il y a une personne qui nous demande qu'est-ce qui fait qu'une journée, la personne articule bien, sa voix est pas pire, qu'elle nous dit, on peut comprendre ce que la personne dit, mais d'autres journées, c'est difficile de comprendre ce que notre conjoint dit et les mots n'arrivent pas à sortir. Est-ce que c'est en lien avec les troubles de la parole? Oui, et c'est en lien aussi de manière générale avec la maladie de Parkinson, où on peut entendre vraiment, ben, il y a des jours avec et il y a des jours sans, et puis il y a des jours où ça marche vraiment pas, et il y a des jours où ça marche, et il n'y a pas vraiment de raison qui l'explique. Parfois, on peut trouver une explication. On peut se dire, ah, j'ai pas bien dormi, j'étais plus stressée, j'étais plus ceci. Mais dans les faits, il n'y a pas d'explication qui dit que tel jour, on ne peut pas prédire que tel jour va être un bon jour ou pas un bon jour. Tu parlais de la médication tout à l'heure, Vincent, qui peut aider pour les autres troubles. Au niveau des troubles de la parole, dans la littérature, ce qu'on voit, c'est aussi que c'est très, très variable. Donc, on n'a pas d'effet des médicaments habituels pris pour la maladie de Parkinson sur la parole. Des traitements plus expérimentaux comme la stimulation cérébrale, par exemple, va parfois aider, va parfois pas aider. On est encore dans une compréhension vraiment incomplète des différents, je pense qu'on peut parler de ça, de différents profils aussi de la maladie. Ouais. Merci. Et est-ce que c'est une bonne idée d'aider une personne à terminer ses phrases et comment on peut les aider à parler plus rapidement? Est-ce que la question, c'est de les aider à parler plus vite ou de trouver une manière rapide de les aider à parler? Mais en fait, oui. Comment faire pour augmenter la vitesse de la parole car la personne parle trop lentement? Valérie, tu avais des stratégies tout à l'heure. Je vais te laisser revenir sur les stratégies. Bien, en fait, pour la première partie, la question qui était est-ce que c'est une bonne idée de l'aider à terminer la phrase? Je pense que de manière générale, c'est pas très plaisant que quelqu'un termine une phrase pour nous, surtout quand finalement c'est pas ce qu'on voulait dire. Donc, ça peut arriver que la personne se trompe, puis finalement que ce soit plus difficile de communiquer. D'un autre côté, je pense que c'est des choses qu'on peut adresser. Donc, on peut demander à la personne ou que la personne qui a de la difficulté à trouver les mots le mentionne. Donc, ça peut aussi être un travail d'équipe quand c'est entendu entre les deux personnes. Merci. Et est-ce que le Parkinson peut influencer la respiration? Oui. Je pense qu'on entend des personnes même répondre qui disent oui. Oui, c'est quelque chose en tout cas que j'observe avec les personnes avec qui on travaille. Vincent, Valérie, je suis sûre que c'est pareil pour vous. Et de nouveau, cette respiration, elle peut être impactée de manière différente et pour diverses raisons. Donc, par exemple, quand on a la posture qui s'affaisse vers l'avant, mais la respiration va devenir beaucoup moins ample parce qu'on a une restriction de mouvement. Mais puis après, il y a aussi une rigidité musculaire qui s'installe, qui fait que le mouvement du diaphragme qu'on voyait en début des dias peut être beaucoup plus compliqué à mettre en place. Ça ne bouge plus, c'est difficile à faire sortir cet air. Donc, les difficultés de respiration se manifestent effectivement dans la maladie de Parkinson pour différentes raisons, de nouveau, peuvent s'exprimer de manière différente chez différentes personnes, mais qu'elles soient là, c'est clair. Et est-ce qu'on peut faire des exercices ou adopter des stratégies à la maison sans faire une thérapie comme telle? Je pense que c'est là que les services communautaires entrent en jeu. C'est tout à fait possible de le faire. Ce
qui est important de se dire, c'est que peut-être qu'on va arriver au bout de ce qu'on peut faire soi-même. Peut-être qu'il y a des choses qu'on rate, qu'on ne voit pas, mais bien sûr qu'on peut... Les neurologues disent qu'il faut faire de l'exercice. Vous pouvez déjà faire de l'exercice. Vous pouvez choisir de faire une promenade tous les matins. Ce n'est pas une thérapie. Vous pouvez décider de faire des ajustements, d'utiliser des stratégies sans faire une thérapie. C'est tout à fait clair et ça peut vous aider. J'ai vu beaucoup en lien avec ça, je voyais passer beaucoup de questions. Est-ce que le chant choral, ça peut être utile? Oui, le chant choral, ce n'est pas une thérapie, mais c'est une promenade quotidienne, c'est un exercice, ça vous fait travailler au niveau vocal. Mais il n'y a pas d'effet immédiat comme on pourrait le voir, par exemple, avec une thérapie ciblée. Et est-ce que les acquis qu'on obtient avec une thérapie comme LSVT restent dans le temps? C'est une bonne question. En fait, ça a été étudié, mais pas énormément. Avec la littérature scientifique, ce qui a été démontré, c'est que les acquis, on le sait que ça reste au moins 2 ans. Ça peut rester au moins 2 ans. Puis pourquoi on ne le sait pas plus? C'est parce que faire des études sur plus longtemps, ça coûte tellement cher que c'est très difficile de le savoir. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'à suite à un traitement LSVT en orthophonie, ce qui est recommandé, c'est, même quand le traitement est fini, on va vous recommander de garder vos exercices de voix tous les jours, le plus longtemps possible. Puis, moi, je vous le dirais bien honnêtement, je crois que c'est le fait de garder ces exercices-là qui vont permettre de garder les acquis le plus longtemps. C'est comme quand on fait du sport. Si vous faites du sport, vous faites de l'entraînement, vous courez, peu importe, pendant 1 mois, après 1 mois, vous allez être plus en forme. Mais si vous arrêtez du jour au lendemain après de bouger, on va être moins en forme après. Donc, c'est le même principe, là. La parole, c'est comme les muscles. Donc, on parlait de gestes vocal puis de motricité avec Ingrid, c'est la même chose. Donc, si on veut vraiment garder ces acquis-là, il faut continuer de travailler notre voix. On peut le faire de manière plus individuelle, on peut le faire avec différents moyens aussi, mais on peut avoir des acquis qui se maintiennent. Oui, tout à fait. Merci. Il y a 2 types d'exercices qui sont nommés dans le chat, le pyromètre et le pranayama. Pouvez-vous nous en parler? On ferait qu'on parle du spiromètre. Qui est peut-être un petit appareil pour travailler la respiration, donc renforcer le système respiratoire, les muscles expiratoires et inspiratoires. Et moi, je vais faire l'analogie suivante. Si on veut apprendre à nager ou s'améliorer à la nage, on peut faire des exercices de nage, de mouvement en dehors de l'eau. On peut se muscler les bras, on peut faire différentes choses, mais ça ne va pas nécessairement améliorer notre nage. Pour améliorer la nage, il faut aller dans l'eau et il faut nager. Donc, je dirais, pour améliorer la parole, il faut parler. Il faut utiliser la parole. On peut faire tout un tas de petits exercices, juste bouger les lèvres, juste bouger la langue, juste travailler la respiration. On travaille les composantes, mais ça ne va pas nécessairement améliorer notre parole. Pour améliorer la parole, il faut parler, ou il faut l'utiliser dans le chant, par exemple, mais il faut utiliser toute cette mécanique qu'on a vue ensemble, tous les différents niveaux. Le pranayama, je pense, c'est des techniques de yoga qui utilisent des respirations profondes et qui, de nouveau, peuvent être super intéressantes pour nous sensibiliser nous-mêmes sur le fonctionnement de notre corps et prendre conscience des mouvements dont on est capable de faire ou pas capable de faire. Mais à nouveau, ce n'est pas quelque chose qui travaille, si je ne me trompe pas sur cette appellation-là, ça ne travaille pas la parole spécifiquement. Mais ce n'est certainement pas contre-indiqué. Je pourrais juste rajouter en complément, Ingrid, je suis complètement d'accord avec toi. On dit, et puis à l'époque, on avait une collègue qui disait on travaille la parole par la parole. Puis je pense que tout est là-dedans. Donc, si on veut améliorer la parole, il faut parler. Pour ce qui est du spiromètre, de travailler sur la force, puis un spiromètre, c'est un petit appareil dans lequel on souffle fort, 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 puis on veut renforcer un peu l'expiration. Moi, je l'ai vu utilisé dans des contextes pas vraiment en lien avec la parole, mais plus pour les gens, exemple, qui s'étouffaient beaucoup en mangeant.
puis qu'on veut, puis que l'atout était un peu plus faible. Donc, de travailler sur l'expiration, ça améliore un peu le on tousse un peu plus fort, fait que ça peut protéger un peu quand il y a des difficultés au niveau de l'alimentation. C'est ce que je pourrais ajouter ici. Merci beaucoup. Concernant les troubles justement d'alimentation, est-ce que les troubles de la parole ont un lien avec la dysphagie? Je peux en parler un tout petit peu, puis vous commenterez, Ingrid et Valérie. Il y a clairement des liens, parce que ce sont les mêmes structures. Hein. Quand vient le temps de manger, de mâcher, d'avaler, ça prend de la coordination, ça prend de la force. Il faut qu'on soit sécuritaire parce qu'on veut que les aliments soient bien préparés, soient bien avalés, qu'ils n'aillent pas dans les poumons, on ne veut pas qu'il y ait d'infection, tout ça. Par contre, donc il y a clairement des liens, mais je ne peux pas faire de lien direct. Donc, une personne qui a une voix qui est plus faible ou qui est plus difficilement comprise ne va pas nécessairement avoir de la dysphagie ou de la difficulté à s'alimenter, et vice-versa. Donc, évidemment, c'est associé, mais en orthophonie, quand on l'évalue ou quand on le traite, on va les traiter et évaluer séparément. On ne va pas travailler, si je travaille sur la voix forte, je ne le fais pas dans le but d'améliorer l'alimentation. Je vais le faire de manière séparée. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Oui, absolument. Écoutez, il est déjà 15h15. Je vous remercie infiniment de votre temps. Merci aux gens qui ont été présents tout au long de la conférence. Vos questions étaient très intéressantes, pertinentes. Ça nous a permis d'aller encore un petit peu plus loin. Et la conférence, je vous le rappelle, va être déposée sur notre chaîne YouTube d'ici 2 semaines. Et la conférence va vous être envoyée par courriel de Eventbrite d'ici le début de la semaine prochaine. Alors, merci à tous et bonne fin de journée. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci de l'invitation et bonne fin de journée à tout le monde. Bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de semaine. Merci Oui, à tous. et bonne fin de semaine. Hein?